8 mois après sa mort, l'ancien ministre de Transport, Chérubin Okende, sera enfin inhumé demain mercredi 20 mars à la nécropole, après la publication des conclusions de l'enquête sur la mort par la justice. Non-respect des normes de construction, un immeuble de 5 niveaux s'est partiellement effondré hier à Sosimat, dans la commune de la Gombe. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, a rapidement ordonné la démolition totale de l'édifice et l'ouverture d'une enquête. Vladimir Poutine, réélu pour 6 années supplémentaires au Kremlin, avec plus de 87% de suffrages lors d'une présidentielle sans opposition, a dressé le portrait d'une Russie consolidée par sa victoire et qui ne se laissera pas intimider par ses adversaires. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre. Début ce mardi, soit 8 mois après sa disparition de funérailles du feu Chérubin Okende, ex-ministre de Transport, décédé en juillet 2023. Une veillée mortuaire est prévue aujourd'hui en hommage à l'ancien porte-parole du Ensemble pour la République au centenaire protestant avant l'exposition de la dépouille à l'hôpital du cinquantenaire demain mercredi 20 mars. L'enterrement aura également lieu le même mercredi. Décédé depuis juillet dernier, c'est ce mardi que débutent les funérailles de l'ex-ministre des Transports et Voies de Communication Chérubin Okende. D'après le programme publié par la famille du défunt, une veillée mortuaire est prévue ce mardi 19 mars au centenaire protestant, soit un jour avant l'exposition de la dépouille mortelle, ce mercredi, à l'hôpital du cinquantenaire pour les hommages. Les Quinoises et Quinoises ainsi que les militants du parti Ensemble pour la République sont mobilisés afin de participer massivement aux obsèques d'un de leurs, aujourd'hui disparu. Jusqu'ici, aucune annonce des hommages officiels n'a été faite par le gouvernement de la République. La mort de Chérubin Okende avait suscité émotion et tristesse dans les chefs de la population qui voulaient voir clair sur cette affaire. C'est ainsi qu'une enquête avait été ouverte par les autorités afin d'élucider les circonstances de sa disparition. Le procureur général près la Cour de cassation, qui avait rendu public les résultats de l'enquête, avait déclaré que l'ex-porte-parole d'Ensemble pour la République s'était suicidé. Feu Chérubin Okende s'est auto-infligé. En d'autres termes, Feu Chérubin Okende s'est suicidé. Mort à l'âge de 61 ans, Chérubin Okende sera inhumé ce mercredi à la nécropole entre terre et ciel. Dans l'actualité également, le verdict était attendu en début de semaine. Le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe a condamné à 6 mois de prison le journaliste Stani Boujakera pour falsification et contrefaçon et faux en écriture. Il est sommé aussi de payer une amende d'1 million de francs congolais. Le journaliste pourrait recouvrer sa liberté dans les prochaines heures pour avoir passé près de 7 mois en prison. Le président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, remercie tout le monde pour le soutien. Et puis en cette période de crise sécuritaire, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a présidé une importante réunion à l'attention de tous les commissaires provinciaux de la police suite au comportement de certains considérés comme de la trahison. Peter Kazadi les a exhortés au patriotisme. L'échange entre le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité et les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise a porté sur la crise sécuritaire qui sévit actuellement dans la partie est du pays. Maître Peter Kazadi Kankonde, qui rappelle aux commissaires provinciaux de la PNC leurs responsabilités, les a exhortés au patriotisme. Vous avez plaidé serment sous les drapeaux de défendre l'islam, même mobilisant. Voilà que maintenant la nation est en péril, ça devrait nous interpeller pour dire qu'est-ce que nous faisons de cet engagement citoyen que vous avez pris pour défendre la nation. Par ce mot, je voudrais faire appel au patriotisme d'un chacun pour que vous compreniez votre mission traditionnelle, votre serment de protéger la République
son peuple et les biens du peuple, les biens de la République. Pour le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, il s'est dit obligé de tenir ce discours en cette période de guerre suite au comportement de certains responsables de la police nationale congolaise considérés comme de la trahison. À en croire le patron de la territoriale, les responsables de la police nationale congolaise devraient développer la force du caractère qui inclut le respect et la discipline. En cette période de crise sécuritaire, Maître Peter Kazadi a demandé aux commissaires provinciaux de la police nationale congolaise de privilégier la paix dans leur collaboration avec les gouverneurs des provinces en se soumettant aux ordres de ce dernier. Quant à eux, le commissaire provinciaux de la police nationale congolaise ont chacun soumis au patron de la territoriale les préoccupations liées à l'exercice de leur travail dans les provinces. En réaction, Peter Kazadi a réitéré sa volonté de valoriser la police nationale congolaise. C'est dans ce cadre qu'il a annoncé l'arrivée de 250 véhicules dans la capitale. Dans les tout prochains jours, véhicules qui seront distribués à la police. En société, un immeuble de plus de 5 niveaux en construction s'est affaissé hier dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Les raisons de cet affaissement restent encore méconnues, mais à première vue, il s'agirait d'un problème de tassement différentiel du sol. Selon un ingénieur en bâtiment approché par Crispin Chibinkoufoua, aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée, mais le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a rapidement ordonné la démolition totale de l'édifice et l'ouverture d'une enquête. D'après le premier constat, la construction n'a pas respecté les normes en matière de construction. L'ambiance était toute particulière dans la matinée du lundi 18 mars 2024 dans la commune de la Gombe. La population a assisté en direct à l'affaissement d'un gros immeuble en construction. Les témoins racontent que cet affaissement a commencé tôt le matin. Les différents ouvriers qui y passaient nuit ont quitté les lieux vers 2h du matin. C'est pendant la nuit vers 2h du matin que les bruits ont commencé et les voisins ont alerté les gens qui passent la nuit à l'intérieur. Ces derniers sont sortis du bâtiment et ont remarqué les mouvements du bâtiment. La forte inclinaison était remarquable vers 10h. Cet immeuble de 5 niveaux qui s'est affaissé constitue un danger pour les voisins. Les habitants du quartier lancent un appel aux autorités pour des mesures drastiques afin d'éviter les pires. Tel que ça se présente maintenant, ça devient un cas grave qui demande que les autorités du pays viennent trouver la solution. Car si nous arrivons plus tard vers 18h, ça peut s'effondrer complètement. Les ingénieurs congolais doivent faire bien leur travail. On a donné des marchés aux étrangers et aux Chinois. Un tel travail n'est pas bon pour quelqu'un qui a dépensé son argent. Ça n'honore pas les pays. Nous demandons qu'on vienne vite casser ça. Après les passages du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, des mesures ont été prises, notamment la fermeture de ces chantiers qui sera aussi démoli. La police a été déployée sur place par précaution et a barricadé la route pour protéger les passants et les habitants de ces coins de la capitale face à un éventuel drame. Nous, étant que la police, nous interdisons à la population, aux usagers de la route, de ne pas accéder par cette voie, parce que c'est un danger public. Donc jusqu'à ce que les responsables vont nous rejoindre, puis la hiérarchie va trouver une solution pour pouvoir écrouler complètement l'immeuble afin que l'accès soit libre. Les causes de cet incident restent méconnues jusqu'à présent, mais selon cet ingénieur en bâtiment, un tassement différent du sol serait à l'origine de cet affaissement. Normalement, quand un bâtiment s'effondre, il y a plusieurs causes. On parle par exemple d'un mauvais calcul des fondations, ça peut être l'une des causes. On peut aussi voir les erreurs des ouvriers qui travaillent sur les terrains, ça c'est une deuxième cause. On peut également voir la mauvaise qualité des matériaux qu'on a pris en compte pour la construction, ça c'est également l'une des causes. Et il y en a tant d'autres, je peux citer celle-là. Mais selon ce que j'ai vu dans les images et dans la vidéo, j'opterai avec un peu de réserve pour un tassement différentiel. Un tassement différentiel, c'est quoi? C'est un phénomène où le sol sur lequel on a placé la structure est en train de se déformer
pas de façon uniforme. Pour l'heure, aucun dégât humain n'est signalé. Les voisins restent sur les qui-vive car à tout moment cet immeuble peut s'effondrer. En 2013, un autre bâtiment de 6 niveaux s'était effondré dans le même quartier, faisant plusieurs blessés. Et dans la poursuite de son objectif de contribuer à la tenue d'élections démocratiques, transparentes et apaisées et de suivre l'ensemble du processus électoral 2022-2027, la mission d'observation électorale Regard Citoyen avait déployé 8 observateurs pour suivre les déroulements du traitement des recours en contestation des résultats des élections des députés nationaux devant la Cour constitutionnelle. Un point de presse a été organisé pour le compte-rendu de cette mission. Quelques jours après que la Cour constitutionnelle ait rendu ses arrêts concernant les contentieux des résultats des législatives nationales, la mission d'observation électorale Regard Citoyen a, au cours de sa conférence de presse, pris acte de l'invalidation par la Cour constitutionnelle des 49 députés proclamés provisoirement élus par la CENI. La MOE Regard Citoyen est quand même intriguée du nombre aussi important d'élus invalidés parce que selon elle, ces invalidations ont majoritairement concerné les jeunes et les décisions rendues ont profité aux personnalités politiques mieux connues de la politique congolaise telles que de ministres et de gouverneurs. À travers son porte-parole, Paul Kabeya, cette mission d'observation électorale a recommandé aux candidats lésés par des erreurs matérielles de saisir la Cour et à la Cour constitutionnelle de publier ses arrêts. Regard Citoyen rappelle aux candidats qui estiment que les décisions rendues par la Cour constitutionnelle contiennent des erreurs matérielles qu'ils peuvent introduire des recours en rectification d'erreurs matérielles conformément aux dispositions de l'article 74 quinqué de la loi électorale. La CENI doit veiller à respecter intégralement les prescrits de la loi car l'absence de preuves a servi de prétexte à la CENI et au ministère public pour demander automatiquement à la Cour de rejeter les requêtes en contestation introduites et de les dire recevables mais non fondées. La MOE Regard Citoyen exhorte la Cour constitutionnelle à examiner objectivement les recours en rectification d'erreurs matérielles au cas où elles seraient saisies par les candidats invalidés. La mission d'observation électorale à Regard Citoyen représente un pas important vers la promotion de la transparence et l'intégrité du processus électoral en République démocratique du Congo. En enseignement supérieur et universitaire, le professeur Matata Pogno forme les anciens étudiants de l'université protestante au Congo sur le leadership. Il s'agit d'un masterclass organisé par l'école du leadership de cette université. Les séances de formation ont commencé hier et vont se poursuivre jusqu'au samedi 23 du même mois. C'est sous le thème leadership et philosophie que l'école du leadership de l'université protestante au Congo a procédé à l'ouverture du programme de masterclass sous le leadership de mars 2024. C'est le recteur de l'université protestante au Congo qui a lancé officiellement ce programme et a présenté les formateurs de cet atelier. Le leadership, je le crois, est l'outil par excellence pour transformer les institutions, influencer les sociétés, forger l'avenir de notre monde, influencer positivement les hommes et les femmes et influencer positivement la société. C'est pourquoi je vous encourage à tirer le meilleur parti de cet atelier qui est très important, animé par un formateur reconnu, le professeur Matata Pogno Mapon, un formateur non seulement reconnu pour nous, un formateur incontestable et incontesté. Le professeur Matata Pogno s'engage à développer plusieurs points lors de ce masterclass, notamment leadership et philosophie, leadership, gouvernance et progrès, vision, méthode et technique, enfin comment devenir millionnaire. Ce masterclass est né, comme je vous l'ai dit dans la lettre qui vous a été adressée officiellement, aux cadres et dirigeants et des institutions congolaises qui ont accepté de pouvoir participer à ces masterclass pour échanger sur le leadership. Nous vous remercions d'avoir accepté de vous déplacer personnellement pour
témoigner de l'importance que vous accordez à la formation, qui est en fait votre métier en tant qu'enseignant. Et ça va donc se passer pendant une semaine. Et vous nous avez aussi fait l'honneur d'accepter de décerner à tous les participants un certificat en leadership à la fin des travaux. Après 6 jours de travaux, la cérémonie va se clôturer par la remise des certificats à l'école des leadership au sein de l'université protestante au Congo. Et en séjour à Kinshasa, le gouverneur de la province de Haut-Uélé, Christophe Bassiani-Nanga, a échangé avec le numéro 1 de la sous-traitance en RDC au sujet des entrepreneurs de sa juridiction qui peinent à obtenir des marchés dans les sociétés principales. Face à cette doléance, Miguel Cachal a promis de descendre sur place cette semaine à Durba. On l'écoute dans l'extrait choisi par la rédaction. Christophe Bassiani-Nanga, gouverneur de la province de Haut-Uélé, au siège de la direction générale de l'ARSP ce jour, a eu une séance de travail avec le DG Miguel Cachal sur la problématique de la participation des entrepreneurs locaux à la chaîne de valeur de la production de Kibali Goldmine SA. Je rends hommage au DG. J'ai défendu le courage qu'il a pris. Si notre génération pouvait changer les choses, nous nous inspirerons de lui. La sous-traitance qui aurait pu aider, n'est-ce pas, à l'avancement de la province, ne profite pas à fond à la province ou aux enfants de la province. C'est un problème de partage de dividendes avec les Congolais. Nous continuerons non seulement à dénoncer, mais à agir. Les chefs de l'État veulent de la transparence dans cette chaîne de valeur. Et cette transparence va profiter à l'État congolais et à sa population. C'est au travers le contrôle que nous sommes en train d'étudier, voir comment nous allons améliorer le monde entrepreneurial. Et qui dit améliorer le monde entrepreneurial, c'est l'améliorer au travers des textes qui protègent le secteur entrepreneurial dans sa globalité. Créer de la richesse au Congo en passant par la sous-traitance, cela ne saura se faire sans la rigueur de la loi. En international, ensemble nous allons avancer. C'est par ces mots que Vladimir Poutine s'est adressé aux Russes sur la place rouge après sa large victoire à la présidentielle. Réélu pour 6 années supplémentaires au Kremlin, le président russe a salué le retour à la patrie des territoires ukrainiens occupés par Moscou. On va prendre le rappel des titres. 8 mois après sa mort, l'ancien ministre de Transport, Chérubin Okende, sera enfin inhumé demain mercredi 20 mars à la nécropole après la publication des conclusions de l'enquête sur sa mort par la justice. Non-respect des normes de construction, un immeuble de 5 niveaux s'est partiellement effondré hier à Sosimat dans la commune de la Gombe. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a rapidement ordonné la démolition totale de l'édifice et l'ouverture d'une enquête. Vladimir Poutine réélu pour 6 années supplémentaires au Kremlin avec plus de 87% de suffrages lors de la présidentielle sans opposition a dressé le portrait d'une Russie consolidée par sa victoire et qui ne se laissera pas intimider par ses adversaires. On va prendre cette fois-ci la revue de presse dans un instant. Et nous allons fêter les journaux avec Héritier Tambois. Bienvenue à vous. Merci beaucoup Bédrine, bonjour et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout.
En ouvrant avec ce sujet, Journée internationale de la francophonie, le gouvernement congolais ne prévoit aucune activité. Absolument, le gouvernement de la République démocratique du Congo ne prévoit aucune activité par rapport à la célébration de la Journée internationale de la francophonie, révèle Politico. D'après ces tabloïds, c'est le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la francophonie, Christophe Lutundula, qui a fait savoir qu'il n'y aura pas de cérémonie officielle. Demain mercredi 20 mars, d'après la cellule des communications de ce ministère, la célébration pour cette année coïncide avec une période douloureuse pour le pays due aux conséquences désastreuses de la guerre qu'impose le Rwanda dans la partie orientale. Dans cette même optique, Bédrine, agence congolaise de presse ACP, titre de son côté Journée internationale de la francophonie, la RDC refuse la célébration en 2024. Ce média met en exergue les propos de Christophe Lutundula, je cite, « C'est l'occasion de jeter un regard critique sur les bénéfices que la République démocratique du Congo peut tirer sur la francophonie comme instrument au service de ses intérêts stratégiques. » ACP ajoute que des pistes d'action seront expliquées à la population congolaise pour que la RDC puisse mieux tirer profit de son appartenance à la communauté francophone et à la francophonie institutionnelle. Des médias à un autre ouragan renseigne à ses lecteurs que la décision d'annuler la cérémonie officielle, qui aurait été marquée par des discours et des spectacles culturels, a été accueillie avec compréhension, mais aussi avec une certaine déception parmi la population congolaise. Ce site d'information ajoute que c'est compréhensible compte tenu de la situation dans l'Est, mais la Journée internationale de la francophonie est importante pour célébrer notre culture et notre langue. Et on va terminer votre revue de presse en dehors de nos frontières présidentielles au Sénégal. Dakar vit au rythme de la campagne électorale. Absolument, au Sénégal, la campagne électorale bat son plein à quelques jours de l'élection présidentielle du 24 mars. Les candidats et leurs militants se démènent sur le terrain en région, mais aussi à Dakar. France 24 rapporte que la capitale vit actuellement, Bédrine, au rythme de meetings et de caravanes. Dans moins d'une semaine, plus de 7 millions d'électeurs se rendront aux urnes pour départager les 19 candidats qui convoitent les fauteuils présidentiels, et les deux d'entre eux sortent du lot. En effet, Jeune Afrique révèle à sa une en titrant « Entre Macky Sall et Ousmane Sonko, un combat final par procuration au Sénégal ». Selon ce média, ni l'un ni l'autre ne brigue la magistrature suprême, mais l'élection présidentielle du 24 mars pourrait être l'occasion pour le chef de l'État et son principal opposant Ousmane Sonko de solder leur rivalité politique dans les urnes via leurs candidats respectifs, Amadou Ba et Bassirou Diomaye Faye. Pour finir notre revue de presse, le média Info Flash nous laisse lire, Bédrine, au Sénégal, les rappeurs contre le système Macky Sall, fidèle à la tradition d'engagement politique et citoyen qui a toujours caractérisé la scène hip-hop de Dakar. Les rappeurs sénégalais sont en première ligne dans la contestation, voulais-je dire, contre les présidents Macky Sall. C'est ce que révèle le média Info Flash. Aux élections du 24 mars, ils entendent bien faire entendre leur voix. Voilà qui met fin à notre revue de presse de ce mardi, Bédrine King. Et merci à vous, Edith Amboa, pour toutes ces informations. Je vous en prie. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.